Welcome back to Neutrality Studies. Bienvenue dans Neutrality Studies. Je suis Pascal Lotaz, professeur associé à l'Université de Kyoto, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Greg Mello, cofondateur du Los Alamos Study Group, où il est chercheur et militant sur les questions nucléaires et autres depuis 35 ans. Bienvenue, Greg. Greg, welcome. Thus Mamch et C. I'm really glad you said yes. Je suis vraiment heureux que vous ayez accepté. Nous sommes en contact grâce à des amis communs qui travaillent tous dans le domaine du nucléaire, notamment Ivana Hughes et d'autres personnes du milieu universitaire. Pourriez-vous me donner un peu de contexte sur la façon dont vous êtes devenu militant antinucléaire et chercheur à Los Alamos? Anti-nuclear activist and researcher in Los Alamos. Eh bien, bien sûr, tout a commencé avec les exercices de mon enfance. J'ai aussi vécu à Livermore, en Californie, où mon père construisait des pièces pour les débuts du laboratoire de Livermore. C'était mon univers. Je suis ensuite devenu ingénieur et urbaniste, cherchant encore à comprendre exactement ce que je devais faire. J'ai été ingénieur en environnement pour l'État et le premier responsable de l'application des règlements au laboratoire national de Los Alamos, tout en étant également un militant interconfessionnel antinucléaire à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dans les années 1980. Et puis j'ai eu le sentiment que ce n'était pas encore un engagement suffisant. J'ai donc réuni quelques amis et nous avons décidé qu'à la fin de la guerre froide, si nous faisions un peu plus d'efforts, nous pourrions peut-être orienter certaines de ces institutions vers un avenir plus pacifique, en les éloignant de leurs engagements passés. C'est ainsi que nous avons fondé le Los Alamos Study Group. J'ai commencé à y travailler à plein temps, en louant ma maison et en vivant dans le bureau. Nous avons découvert que c'était plus facile que nous ne l'avions imaginé au départ. L'appareil nucléaire des États-Unis était en quelque sorte en chute libre, et il suffisait de pousser un peu ici et là. J'étais un agent de contrôle pour l'État, et je connaissais un peu le système juridique, et j'ai utilisé ces compétences, combinées à ma formation technique, pour être une vraie plaie pour le laboratoire national de Los Alamos. Et ils ont commencé à nous prendre très au sérieux. En même temps, nous avons rejoint nos aînés, frères et sœurs, qui menaient déjà le combat ailleurs, dans la région de la baie, partout dans le pays. Et nous avons commencé à travailler à l'international, en étant actifs aux Nations Unies entre nos activités aux États-Unis. Et cela a duré de nombreuses années. Nous avons été tentés de retourner dans le milieu universitaire, mais nous ne l'avons pas fait. Après une période très décourageante dans les années 2000, quand les choses semblaient aller très mal sous George W. Bush, ou Cheney, selon le point de vue, nous avons compris que c'était une période importante pour nous. Nous avons découvert qu'après toutes ces années, nous avions de nombreux amis à Washington, D.C., et que nous étions pris très au sérieux dans les couloirs du pouvoir à cette époque. Ainsi, nous avons pu arrêter une usine produisant les cœurs d'armes en plutonium, ceux qui se trouvent au cœur des armes nucléaires, en 2011 et 2012. Cela a freiné le programme de réarmement des États-Unis. Nous traversons maintenant une période qui, disons, n'est pas uniformément encourageante. C'est une façon très diplomatique de le dire, mais je suis content que tu ne nous entraînes pas sur la voie du pessimisme. Pas uniformément encourageant. Oui, j'aime bien ça. Ce n'est pas uniformément encourageant, mais tu dis qu'il y a eu d'autres moments où les choses n'étaient pas uniformément encourageantes. Correct.
Exact. Ce que fait Trump, avec son style maladroit et quasi mafieux, n'est au fond pas très différent de ce que nous avons vu sous les administrations précédentes, et reflète en réalité une dérive de la politique étrangère qui existe aux États-Unis depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas si différent. Mais si tu regardes ces hauts et ces bas, et tu sais, en fait, nous avons été mis en contact par Steven Starr, qui est déjà passé sur ma chaîne et a réalisé un magnifique exposé sur ce que signifierait une véritable guerre nucléaire. Nous en avons beaucoup parlé. Je veux dire, nous savons tout cela. Et tu as aussi écrit pour le Bulletin of the Atomic Scientists. L'ère atomique a maintenant plus de 80 ans, n'est-ce pas? Et la technologie atomique, ou les connaissances à son sujet, ont environ 100 ans. Et nous vivons aujourd'hui, après un siècle de recherche sur tout cela, et de création de toutes ces bombes et autres, dans un monde sans traité de sécurité nucléaire, enfin de traité sur les armes nucléaires, entre la Russie et les États-Unis, parce que le traité New START a simplement expiré, les États-Unis l'ayant laissé tomber. Et c'était les États-Unis, parce que les Russes disaient « Allons-y, allons-y. S'il vous plaît, continuons avec ce cadre important. » Tous les cadres n'ont pas disparu. Nous avons encore le traité de non-prolifération, nous avons encore quelques traités multilatéraux, mais les grandes garanties sur les armes nucléaires ont disparu. Donc, si vous deviez comparer la situation actuelle à un moment quelconque de ces 100 dernières années, où pensez-vous que nous en sommes aujourd'hui? Les États-Unis occupent une position différente aujourd'hui de celle qu'ils ont jamais eue auparavant. Il n'y a aucun sentiment d'héroïsme ni d'ultra-patriotisme dans le travail au sein du complexe des armes nucléaires. Nous ne sommes plus dans l'environnement de valeurs du début de la guerre froide. En conséquence, la productivité, la concentration et la loyauté sans faille des personnes travaillant sur les armes de destruction massive aux États-Unis ne peuvent plus être garanties de la même manière. Dans l'ensemble du complexe, pour les ogives, comme au sein du département de la Défense, il n'existe pas vraiment d'attitude enthousiaste, et cela leur pose problème. Je ne veux pas exagérer, mais ce n'est plus aussi stable qu'avant, et c'est aussi très inefficace. Ainsi, la fabrication d'armes nucléaires est une industrie. Elle était très vaste. Cela ne peut plus être assuré en interne par une main-d'œuvre industrielle robuste et hautement qualifiée, comme c'était le cas dans les années 1960. Les aspects environnementaux et de sécurité des travailleurs de cette industrie ne peuvent plus être considérés comme acquis. Au lycée, je vivais près d'une usine de missiles Minuteman III et d'autres usines similaires qui ont gravement pollué l'environnement. Et cela ne pourrait tout simplement plus se reproduire. Ainsi, les coûts augmentent et la complexité engendre des difficultés dans la mise en œuvre de ces projets. La manière dont nous avons structuré cela aux États-Unis, avec de nombreuses entreprises à but lucratif formant à la fois un réseau hiérarchique et horizontal, crée d'énormes inefficacités et un besoin constant de coordination. Ainsi, pour un grand projet comme l'usine de fabrication de cœurs d'ogive au plutonium en Caroline du Sud, dont les coûts d'investissement ont explosé pour atteindre entre 18 et 25 milliards de dollars, ils peinent à y arriver. Autrement dit, la société Fluor a du mal à maîtriser la complexité de ce projet. Et peut-être qu'ils y sont parvenus, ou peut-être pas. L'administration Trump voudrait les écarter, d'après ce qu'on entend, donc il y aura très probablement un changement d'entrepreneur. Mais ce schéma se répète dans l'ensemble du complexe des ogives, même si ce n'est pas à cette échelle. Néanmoins, le secteur de la fabrication, disons des cœurs d'ogive au plutonium, le coût total d'acquisition des plans actuels s'élève désormais à environ 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars,
c'est plus que ce que même ce pays peut absorber. Et beaucoup de gens, pour une seule partie d'une ogive. 50 milliards de dollars pour une seule partie d'une ogive, une seule partie qui doit ensuite passer par d'autres étapes pour créer l'arme entière. C'est exact. Et cela concerne uniquement l'acquisition des usines. Ce n'est même pas encore la production proprement dite. Et vous savez, il faut replacer cela dans son contexte, parce que Donald Trump vient d'annoncer que le budget de la défense pour cette année serait de 1,5 billion de dollars. Mais même avec 1,5 billion, 50 milliards, c'est un dixième d'un demi-billion, non? Donc cela représenterait environ un tiers du budget. Alors si vous dites que 50 milliards ne sont qu'un début, nous parlons de quelque chose qui, même pour les États-Unis, va engloutir d'énormes parts du budget de la défense, même de ce budget ridiculement élevé. Oui, en supposant qu'il obtienne cela, et c'est possible. Mais vous savez, il y a encore beaucoup d'obstacles entre maintenant et l'adoption d'un budget aussi gigantesque et sans précédent. Ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est aussi une question de saut. Les États-Unis se trouvent dans une position particulière où un groupe relativement restreint de personnes croit que le pays est, et peut-être, plus fort, à la fois intérieurement et extérieurement, qu'il ne l'est réellement. Je viens justement d'une réunion de responsables de l'armement nucléaire, issus du gouvernement et de l'industrie, et il y règne un véritable esprit de « nous pouvons le faire ». C'est un nouvel état d'esprit, très agressif, très militariste. Mais en même temps, il y a un certain déni de réalité. C'est un message qui circule parmi les grands contractants de la défense. Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons produire à un rythme accéléré, en réduisant par 2 ou 3 le temps nécessaire pour concevoir et fabriquer des ogives nucléaires. Nous pouvons faire tout cela. Qu'ils en soient réellement capables est une autre question. En parallèle, il y a une surestimation de la puissance des États-Unis dans le monde. Un refus de reconnaître que le système mondial a réellement changé et que nous ne pouvons pas simplement N'est-ce pas? Je veux dire, ce que vous dites ici plaiderait en faveur, disons, de Trump essayant de prolonger le traité New START. Ou bien, selon vous, la direction américaine et le complexe militaro-industriel traversent-ils un moment d'illusion, d'auto-illusion quant à leur capacité? Parce qu'apparemment, si vous avez raison, alors quelque chose a vraiment changé. Oui, cette capacité n'existe tout simplement plus. Et à cause des cadres réglementaires, et peut-être aussi, je veux dire, est-ce un manque de savoir? Un oubli? Qu'est-ce qui empêche l'industrie d'atteindre les sommets qu'elle avait probablement dans les années 1980? C'est structurel. C'est le grand nombre d'entreprises impliquées. Ce n'est pas une activité nationalisée. Donc les armes nucléaires, disons les ogives nucléaires, sont privatisées à plus de 95%. 95%. Oui, on pourrait penser qu'il s'agit d'une responsabilité fédérale. Mais en réalité, il n'y a que très peu de personnel fédéral. À Los Alamos, par exemple, le plus grand site d'ogives, cela varie. C'est ce qui est étrange. Il compte 14 000 ou peut-être 18 ou 19 000 employés selon le jour de la semaine. Mais parmi eux, seuls environ 90 sont des employés fédéraux. Ces 90 personnes représentent donc le gouvernement fédéral au laboratoire national de Los Alamos. Et vous savez, ce n'est pas vraiment suffisant. Ce n'est pas comme le modèle du projet Manhattan, où il y avait environ moitié de militaires et moitié d'employés de l'Université de Californie. Aujourd'hui, nous avons ces entités à but lucratif,
qui elles-mêmes ont de nombreux sous-traitants. Du côté fédéral aussi, il y a beaucoup de sous-traitants qui ont accumulé Spanx which have captured a lot of the experience. And so every time someone who knows a lot retires, Et donc, they get sucked chaque fois qu'une personne très compétente prend sa retraite, elle est happée par l'un de ces cabinets de conseil qui joue en réalité un rôle d'élaboration des politiques au sein du gouvernement fédéral. Bref, il y avait un amiral très intelligent qui était le numéro 2 dans le domaine des ogives nucléaires, l'amiral Papineau. Il dirigeait les systèmes stratégiques de la marine, c'est-à-dire la partie nucléaire de la marine. Mais j'avais envie de lui dire lors de cette conférence, presque de le crier, que la National Nuclear Security Administration, la branche civile des ogives nucléaires, ce n'est pas la marine. Ce n'est pas la marine. Et maintenant, il dirige une grande bande de chats indisciplinés. C'est un modèle différent de celui de la Russie, et je suppose de partout ailleurs. Mais voilà où nous en sommes, l'industrie privée. But here we are, private industry. I'm kind of happy to hear that. I mean, you're saying like no, Je suis plutôt content d'entendre ça. Je veux dire, tu dis que les États-Unis rêvent en termes de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils veulent faire. Je trouve que c'est une idée porteuse d'espoir, mais cela ne veut-il pas dire que le processus politique comprend totalement de travers ses propres réalités sur le terrain? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'environnement international? Je veux dire, les Russes, je ne sais pas ce que les Russes vont faire maintenant. Ils semblent avoir intérêt à éviter que la situation ne s'envenime. Les Chinois, eux, semblent avoir intérêt à amener leurs ogives nucléaires à un niveau plus comparable. D'un autre côté, ils en ont déjà plusieurs centaines, probablement assez, tu sais, pour ce genre de calcul absurde que tout le monde semble faire. Que penses-tu qu'il va se passer maintenant? What do you think is going to happen now? Well, it depends, and I don't want to paint too optimistic. Eh bien, a picture. cela dépend, et je ne veux pas I dresser un tableau trop optimiste. Je souligne ces problèmes parce qu'ils existent depuis 3 décennies. L'administration Trump veut renverser la situation du jour au lendemain, et elle va essayer très fort. Elle assouplit les réglementations de sécurité, les réglementations environnementales, les réglementations de construction, les réglementations sur la responsabilité en matière de matériaux nucléaires et les réglementations sur la fiabilité humaine. Tout cela est fait pour contourner la bureaucratie qui a freiné la conception et la production d'armes nucléaires américaines. Ils réussiront, dans une certaine mesure, mais dans quelle mesure, cela dépend, et cela rejoint votre question, de l'environnement politique, de la concurrence pour la main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis, de la résistance d'autres pays, ainsi que de la situation économique et budgétaire globale du pays. And fiscal situation of the country. So the Pentagon can be very jealous. Le Pentagone peut se montrer très protecteur de son budget. S'il ne reçoit pas ces 500 milliards de dollars supplémentaires, il y aura un problème, car les sous-marins nucléaires, les bombardiers et les missiles dépassent toutes les prévisions budgétaires et accusent des retards, en particulier les missiles basés au sol. Ils ont dû revoir en profondeur leurs plans pour les nouveaux ICBM, encore une fois à cause de la perte de savoir-faire tacite. C'est vraiment un problème à la fois technique et managérial. Ils n'avaient pas réalisé que tous les silos devaient être entièrement remplacés plutôt que simplement rénovés. Et encore une fois, cette attitude du tout est possible, poussée à l'extrême, a engendré une forme d'optimisme technique qui pèse sur tous ces programmes depuis un certain temps. Ce qui va se passer reste donc incertain. Mais la capacité des États-Unis à soutenir une course aux armements est limitée par des forces très importantes. Plus le programme est vaste, plus le problème est grand. The bigger the program, the larger the problem. You're kind of making my day here. Thank you. It's one of the most positive. Tu es en train de vraiment me faire plaisir là. Merci. C'est l'une des nouvelles les plus positives de 2026 jusqu'à présent sur ma chaîne. Parce que, enfin, je veux dire, rencontrer des problèmes techniques et structurels, des difficultés dans la fabrication d'armes, c'est bien mieux que des problèmes de politique, parce que la politique peut changer très vite.
Alors, qu'est-ce que tu... Il y avait quelque chose que je voulais te demander, et ça m'a échappé. Ça concernait les programmes menés dans le passé et ce qu'il faut pour produire ces choses-là, ces armes de fin du monde. Et peut-être, si on compare le modèle à ce que font les Chinois, d'après tes recherches, sais-tu en quoi ces chaînes de production diffèrent? Ah oui, oui, ça me revient. Si les Chinois décidaient vraiment de couper la livraison de terres rares aux États-Unis, parce que ça semble être un vrai talon d'Achille, s'ils disaient, tu sais quoi, même avec les tarifs douaniers, peu importe, plus de terres rares pour vous, à quel point ça serait-il dévastateur pour les chaînes de production d'armes nucléaires? Ouais. Hmm. I'm afraid I can't answer that question because J'ai bien peur de ne pas pouvoir répondre à cette question, car je n'en suis pas sûr. Mais ce ne serait pas une bonne chose. C'est difficile. Il y a eu une course pour tout s'approvisionner de la manière la plus stable possible. En général, ce sont des problèmes plus ordinaires. Pion. Yes, in COVID, during COVID, or Oui. shortly thereafter, Vous savez, pendant le COVID, ou peu après, un chef de chantier a prononcé un discours que j'ai entendu dans une installation d'armes nucléaires. Il a dit, un matin, je me suis réveillé et mon équipe m'a dit qu'il n'y avait plus de contreplaqué à trouver nulle part près de chez nous. Et donc, tout s'est arrêté sur le chantier. Oui, le contreplaqué. The plywood. Ça ressemble à un problème Worth SUM. Ouais. Yeah. So, there haven't been enough Très bien. electricians in the eastern Tennessee to finish Il n'y a donc the pas eu new assez main d'électriciens dans l'est du Tennessee pour achever à temps la nouvelle installation de traitement de l'uranium. Nous avons donc un problème de main-d'œuvre qualifiée. À l'usine d'assemblage d'armes nucléaires de Pantex, où sont assemblées toutes les armes nucléaires américaines, il y a eu récemment une journée où l'usine a perdu 60 ouvriers qualifiés d'un coup, parce qu'ils sont partis travailler pour un salaire plus élevé dans un centre de données d'IA en construction, juste de l'autre côté de la rue. Et à Los Alamos, il existe un problème comparable, car les compagnies pétrolières du bassin permien peuvent payer davantage que le laboratoire national de Los Alamos. Ils ont donc perdu des ouvriers du bâtiment, des plombiers, des électriciens. Un haut responsable d'un organisme gouvernemental d'audit, lors d'une réunion que nous avons eue avec lui sur Zoom vendredi, a indiqué que les centres de données d'IA, dans leur lutte pour recruter des électriciens, offrent désormais des salaires atteignant un demi-million de dollars par an pour ces postes. C'est un bon salaire. C'est un très bon salaire. Et oui, à Los Alamos, il est difficile de recruter des personnes pour une carrière dans une installation de plutonium complètement hermétiquement close, sombre, ressemblant à une prison, où l'on travaille les mains maladroitement dans des boîtes à gants et avec un risque d'exposition personnelle. Même si vous êtes courageux, votre conjoint n'aimera peut-être pas que vous fassiez ce travail. Il y a aussi des problèmes ergonomiques qui entraînent des troubles orthopédiques. C'est pourquoi une prime en espèces est versée à ceux qui le font. Ainsi, avec suffisamment d'expérience et un diplôme de licence, on peut gagner environ 400 000 $ par an en travaillant à l'installation de plutonium de Los Alamos à fabriquer des cœurs. Working at the Los Alamos plutonium facility making pits. But they have found that it's necessary. Mais ils ont constaté qu'il était nécessaire d'avoir cette flexibilité salariale pour conserver leur personnel. Los Alamos perdait 800 ou 900 personnes par an. Ont-ils complètement arrêté cela? Eh bien, pas complètement. Mais ils ont considérablement ralenti le rythme. À ce stade, cependant, l'administration Trump est vraiment la plus opaque que nous ayons jamais connue. Donc nous n'avons pas de mise à jour sur ce chiffre. J'imagine que j'aurais pu poser la question il y a quelques semaines, mais je ne l'ai pas fait. I guess I could have asked that question a couple weeks ago, but I didn't. I mean, again, glad
Je veux dire, encore une fois, je suis content de l'entendre. Comment peut-on s'appuyer sur ce problème pour ce secteur? Je veux dire, comment continuer à attiser les flammes de ce problème? Parce que j'imagine que c'est une voie à suivre, non? Informer les gens qu'ils peuvent obtenir de meilleurs emplois dans le civil, où ils ne sont pas en danger, peuvent gagner davantage et peuvent provoquer une fuite des cerveaux de cette industrie horrible. Yes. Well, I think that, Oui. Eh bien, je pense qu'il y a un rôle immense pour les citoyens, qui sont des personnes de conscience, qui veulent développer leurs compétences interpersonnelles et qui connaissent ce sujet et souhaitent en parler. Vous savez, nous connaissons beaucoup de gens dans ce secteur. En fait, certains membres de nos familles y travaillent. Et ce sont de manière intéressante des personnes qui ont beaucoup de, disons, contrôle ou de responsabilité externe, c'est le mot, dans leur vie professionnelle. Très souvent, ce sont des personnes intègres à bien des égards. Donc vous savez, vous rencontrez ces gens dans l'armée, n'est-ce pas? Ce sont des personnes franches, parce que l'environnement est tel que si vous ne l'êtes pas, les autres s'en rendent compte très vite et vous finissez soit par abandonner, soit par vous redresser. You either wash out or get straight. And so, Je suppose que je répète ce qu'un de nos camarades militants m'a dit la semaine dernière. Nous savons que nous ne valons pas mieux qu'eux, que nous ne sommes pas de meilleures personnes. Mais nous sommes désolés qu'ils soient pris dans cette industrie. Là, sans la grâce de Dieu, tu vois. Mon colocataire de fac, je pensais que nous avions convenu qu'aucun de nous ne travaillerait dans l'industrie de l'armement. Mais il a accepté un poste au laboratoire de Livermore. Que Dieu le bénisse. Ça m'a un peu brisé le cœur. Les gens ont une conscience. Tout le monde en a une. Alors nous devons avoir ces conversations et nous présenter sur le marché des idées. In the marketplace of ideas. Hibakusha have been very important, but c'est une question d'interaction en face à face, d'écriture. Et le fait que Trump et ses partisans aient levé le voile est un avantage. Je veux dire, pas seulement dans le récit, mais aussi dans la pratique. Beaucoup de nos bons amis du Parti démocrate, ou disons des centristes, pensaient que le traité New START nous protégeait. Et cela fait des années que nous disons aux gens que nous ne sommes pas en sécurité, que la situation n'est pas sous contrôle. Même avec New START, la dynamique sous-jacente a persisté. Et tout a vraiment commencé en 1995, avec le rejet des obligations contraignantes de désarmement dans le TNP. C'était le moment décisif. Et puis, la deuxième administration Clinton a commencé à mettre en œuvre lentement une disons, reprise après l'orientation vers le désarmement qui prévalait au début des années 90. Ainsi, au Los Alamos Study Group, tout était facile au début des années 90, mais cela devenait de plus en plus difficile. Et parce que, vous savez, ils pouvaient dire « Nous sommes de retour ». Et l'ancien objectif d'être le grand chef du monde n'avait pas disparu. Les armes nucléaires attachées à la ceinture de la figure de Theodore Roosevelt dominant le monde. Cela n'a jamais disparu. Et les vrais croyants, Doug Feith et les néoconservateurs, occupent les plus hauts niveaux du gouvernement américain dans les deux administrations. Les deux types, je veux dire. D'accord, d'accord. Cependant, je veux dire, d'un côté, nous avons la question de la réglementation. De l'autre, nous avons la question des capacités. Et la question des capacités, tu l'as déjà dit, regarde, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme les va-t-en-guerre le voudraient. Et heureusement, il semble qu'ils ne s'en soient pas encore vraiment rendus compte. Ou même s'ils l'ont remarqué, ils n'ont pas de meilleure idée que d'y jeter beaucoup d'argent. Dans l'un de mes livres que j'ai édité, nous avons écrit sur le traité de non-prolifération et les neutres européens. Et dans l'introduction, j'ai écrit « Écoute, le savoir nucléaire, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas désapprendre la bombe.
mais on peut essayer de trouver des moyens de gérer ces armes de fin du monde pour qu'elles ne se déclenchent pas. Aujourd'hui, nous avons perdu une bonne partie des réglementations que nous avions créées, n'est-ce pas? Et elles provenaient en fait de la guerre froide. Et si elles étaient rétablies, s'il y avait une seconde tentative de contrôle des armements nucléaires? À ton avis, par où faudrait-il commencer de nos jours pour un nouveau New Start? Mhm. We have to start with a modus Nous devons vivendi commencer par with établir Russia. un modus vivendi avec la Russie et la Maybe we Chine. could say that On pourrait dire que nous avions des présupposés de paix au début de la période post-guerre froide. C'était une paix déséquilibrée, mais c'était tout de même une forme de paix. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Il n'existe aucune garantie mutuelle ni présupposé de sécurité réciproque. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Nous devons donc partir de là, puisque la majorité des armes nucléaires, près de 90%, se trouvent aux États-Unis et en Russie. Et nous devons commencer avec l'Ukraine et la question de la sécurité russe dans son voisinage proche, que ce soit en Asie centrale ou en Europe de l'Est, depuis le cercle arctique jusqu'au sud. And all the way from the Arctic Circle all the way down. NATO spends a lot of money. Et l'OTAN dépense beaucoup d'argent, bien que de manière fragmentée et inefficace pour les armes. Nous nous retrouvons maintenant dans une situation où l'Europe se montre très belliqueuse, tandis que les États-Unis continuent de négocier de manière plutôt peu loyale. D'un côté, l'idée d'une défaite stratégique de la Russie, de la Fédération de Russie, reste non résolue. C'est, je pense, la conviction la plus forte dans les cercles de la politique étrangère américaine concernant la Russie. De l'autre côté, il existe une autre idée, du moins à destination du public et de la Russie, selon laquelle nous voudrions apaiser les tensions et peut-être conclure des accords commerciaux. Mais tout cela a atteint son paroxysme en Ukraine, bien sûr. Et nous devons stabiliser notre relation avec la Russie et reconnaître que nous avons besoin d'une sécurité mutuelle. Acknowledge that we need mutual security. Russia is not going to enter into any arms control or La Russie ne va pas conclure de traité de contrôle des armements ou de désarmement avant un certain temps, car je pense que la guerre en Ukraine, l'expansion de l'OTAN, les sanctions, les attaques en profondeur sur le territoire russe, visant sa dissuasion stratégique, la résidence de Poutine, et ainsi de suite, tout cela, c'est désormais profondément ancré dans la psyché russe et au sein de l'élite de la politique étrangère. Et cela ne peut pas changer rapidement. Nous devons donc travailler sur cette question. Nous sommes revenus en arrière, très en arrière. À cet égard, nous sommes revenus au début des années 1960. Oui, c'est un moment vraiment, vraiment triste. Mais tu es dans ce domaine depuis si longtemps. Je veux dire, qui sont les principaux instigateurs de cette approche absolument insensée? Est-ce seulement les néoconservateurs ou bien y a-t-il aussi des carriéristes? Quels groupes, selon toi, sont responsables, surtout de cette escalade dans le domaine nucléaire? Oui. Yes. Well, of course, it's a system. Eh bien, bien sûr, c'est un système. Et les néoconservateurs sont... Eh bien, nous avons un dicton dans ce pays. Peu importe pour qui vous votez, vous obtenez toujours John McCain. We have a saying in this country, no matter who you vote for, you always get John McCain. Super. Triste. Le type est parti, mais oui, il est bien vivant dans la tête de beaucoup de ces gens. Oui. Yes, and his staff, former staff, are in Oui. Et ses anciens collaborateurs sont au Pentagone et à des postes de haut niveau où ils encadrent d'autres personnes. Les laboratoires nucléaires tiennent à placer leurs employés à des postes importants, que ce soit dans le cadre d'un changement de carrière permanent ou d'une affectation temporaire d'1 an ou 2. Nous avons donc un système de dons privés pour les campagnes politiques, et c'est très puissant. Dans certains endroits, comme cet État, il existe une idéologie selon laquelle nous devons dépendre des armes nucléaires
pour notre survie économique fondamentale. Notre délégation du Congrès du Nouveau-Mexique est fidèlement loyale envers les institutions et le financement liés aux armes nucléaires, et elle choisit ses affectations en commission en conséquence, tout comme d'autres. En Caroline du Sud et en Californie, la Californie libérale, soi-disant, il y a 52 membres du Congrès, et aucun d'entre eux ne remet en question la mission du Lawrence Livermore National Laboratory, qui conçoit des armes nucléaires. Lawrence Livermore National Laboratory, which designs nuclear weapons. Donc, une grande partie de notre opposition au Congrès est largement performative à ce stade. Ils sont achetés. Et même si Trump voulait, il dit de temps en temps qu'il n'aime pas les armes nucléaires. Même s'il voulait faire quelque chose, il a besoin des votes de ses homologues républicains au Sénat. Lors de son premier mandat, cela a eu un effet très fort pour le contraindre et orienter ses actions. De l'autre côté, nous avons le Russiagate et tout ce qui est associé, ce qu'il a limité depuis l'autre camp. Même s'il avait voulu faire quelque chose, ce dont il n'y avait aucune preuve au départ, ou du moins pas de preuve solide, c'est une combinaison de personnes à l'intérieur et à l'extérieur. It's a combination of people on the inside, people on the outside. Une quantité énorme d'efforts est consacrée à l'élaboration des récits qui permettent de maintenir toutes ces parties satisfaites et employées. Toutes les personnes haut placées impliquées dans le domaine des armes nucléaires, je veux dire, dans le domaine des ogives, disons, ont une expérience liée aux armes nucléaires, souvent militaires. Et de nos jours, personne n'est confirmé à la tête de ces postes s'il n'a pas un long passé idéologique de loyauté. Il est donc difficile de désigner un individu en particulier. Il s'agit d'un ensemble de convictions anciennes et d'institutions profondément enracinées. Je pense qu'on peut dire que, puisque vous êtes à Kyoto, comme James Douglas l'a souligné dans son récent ouvrage sur les assassinats qui nous ont frappés dans les années 60, le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, alors qu'il n'était pas nécessaire, en aucune manière du point de vue militaire, a véritablement marqué le début de la fin de la démocratie américaine. C'est l'arme nucléaire, à l'époque, la bombe atomique, qui a conduit à la création du National Security Act en 1947, lequel a mis en place le Pentagone, la CIA et le Conseil de sécurité nationale. Ces institutions ont pris une telle ampleur et un tel pouvoir qu'aucun président ne peut les contrôler. Le Congrès ne peut pas les contrôler. Michael Glennon, de l'Université Tufts, a écrit un excellent petit livre fondé sur son expérience au département d'État et au Sénat. Il s'intitule Double Government et repose sur une analyse du 19e siècle du gouvernement britannique. Il y avait un gouvernement extérieur destiné au peuple pour la légitimité et une bureaucratie permanente, nécessaire et experte. Elle était indispensable pour gérer l'empire mondial et le protéger des aléas électoraux. Et c'est le même système que nous avons ici. Selon la thèse de Glennon, ces trois institutions créées par la loi sur la sécurité nationale, les institutions trumaniennes, comme ils les appellent, ont éclipsé les institutions madisoniennes créées par la Constitution. Comme l'a dit James Douglas, de par sa formation théologique, et simplement d'un point de vue historique, les armes nucléaires sont incompatibles avec la démocratie. La fracture qui a commencé en 1945 s'est propagée à travers le système politique américain. Je partage entièrement cette compréhension et je pense qu'elle a motivé la décision de mettre d'autres carrières de côté pour se consacrer à plein temps à ce problème. Nous ne pourrons pas atteindre la situation politique, sociale et économique dont ce pays a besoin tant que nous continuerons à glorifier les armes nucléaires et les institutions qu'elles ont engendrées, lesquelles sont depuis devenues si cancéreuses dans notre société.
Yeah, because they take over. parce qu'ils prennent le contrôle. Ses forces et ses intérêts s'emparent du pouvoir et dévorent l'État de l'intérieur. Et au bout du compte, il ne reste qu'un théâtre performatif de la démocratie, ce que désormais le monde entier comprend essentiellement comme étant devenu le processus démocratique américain, du moins au sommet, au niveau fédéral. Et c'est assez fascinant ce que vous dites, parce que vous savez, la Suisse voulait une bombe, n'est-ce pas? À l'époque, dans les années 1960, ils y travaillaient. Ils avaient un réacteur à eau lourde. La seule chose qui les a finalement convaincus d'y renoncer, c'est quand ils ont réalisé qu'ils n'avaient même pas la capacité de gérer un réacteur. Ils avaient aussi le programme aéronautique, tu sais, pour l'acquisition des chasseurs Mirage d'un côté, et de l'autre, la doctrine militaire selon laquelle les armes suisses ne doivent jamais être utilisées en dehors de la Suisse, seulement en cas d'attaque sur notre propre sol. Qu'est-ce que cela voudrait dire si nous avions des armes nucléaires, tu vois? Nous bombarder nous-mêmes? Ce genre de choses. Alors ils ont eu le déclic, et ils se sont dit que ces armes n'étaient peut-être pas aussi utiles qu'ils le pensaient, et ils y ont renoncé. Penses-tu qu'il soit possible qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais dans 50 ou 80 ans, les États-Unis aussi finissent par abandonner ces armes? Qu'ils se disent simplement, ça n'a pas marché. Oui, ce ne serait pas les États-Unis tels que nous les connaissons. C'est donc la mise en garde. Et je ne cesse de le dire. Ma femme et moi avons beaucoup travaillé sur le traité d'interdiction, le TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Mais les États-Unis tels que nous les connaissons ne signeront jamais ce traité. Exactement. Et pas de notre vivant. Mais les États-Unis tels que nous les connaissons, vous avez évoqué un horizon de 50 ans ici, ne dureront pas 50 ans. Oui. Je veux dire, nous ajoutons quoi? 1 billion de dollars de nouvelles dettes tous les 150 jours ou quelque chose comme ça. Et cela, bien sûr, est à la base d'une grande partie de ce que fait ce président. Et il doit continuer à faire tourner les assiettes ou affronter un règlement de compte. Et ce règlement de compte arrive. Il peut venir par des moyens économiques, il peut venir par des moyens environnementaux. Nous sommes assis sur une catastrophe écologique en constante aggravation. Et socialement, nous en sommes à un point où le niveau de nihilisme, d'un côté, comme l'ont souligné Emmanuel Todd et d'autres, et le désespoir et l'absence d'avenir de nos jeunes, de l'autre, sont incendiaires. C'est une situation explosive. Les gens ne peuvent plus s'attendre à se marier, avoir une maison, des enfants. Ils regardent autour d'eux. Et vous savez, un bon emploi, du moins le bon emploi d'hier, pourrait bien devenir celui de barista. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire cela et réellement vivre sous un toit et manger à sa faim dans beaucoup de nos villes. À Santa Fe, où j'ai vécu longtemps, eh bien, c'est très personnel. En 1972, on pouvait louer une petite maison, un peu vétuste, mais propre et bien entretenue, pour $75 par mois, en plein centre-ville de Santa Fe, ce qui permettait d'avoir accès à pied à tout ce dont on pouvait avoir besoin. Et aujourd'hui, on peut payer $1 800 par mois pour un studio dans un immeuble quelconque, à une certaine distance du centre-ville. Il faut avoir une voiture. Bien sûr, les soins de santé sont très chers, à moins d'être assez pauvre pour bénéficier de Medicaid. Dans l'ensemble, la vie est devenue très coûteuse. Et à cela s'ajoutent 5 000 employés de Los Alamos qui font la navette parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre à Los Alamos. Et ils font grimper les prix du marché immobilier, tout comme les quelques chanceux qui achètent leur résidence secondaire, et ainsi de suite. Le résultat, c'est une ville invivable, avec des gens qui font la navette sur de longues distances. 80
160 kilomètres chaque jour pour aller travailler à Los Alamos parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'y vivre. Il n'y a pas d'espace pour se loger et toutes ces contradictions s'accumulent. Enfin, je me suis un peu laissé emporter par notre situation locale, mais à l'échelle nationale, les jeunes ne voient pas d'avenir dans lequel ils puissent investir en toute confiance. Les gens sont agités et je pense qu'il existe des foyers de propagande qui essayent de leur dire contre quoi ils devraient se rebeller. Mais en dessous de tout cela, le mécontentement, ce sentiment que l'avenir n'est certainement plus ce qu'il était, est réel et profond. Et combien de temps Storkology? And how long can this exactly persist? Right. Okay, so in a sense, what you're D'accord. saying here is Donc en un sens, ce que vous dites, c'est que le travail à accomplir consiste à se préparer pour l'après, une fois que cette société aura changé en ce qui concerne les armes nucléaires. when it comes to Yes, nuclear weapons. and to help it along, to birth, to do what we can as Oui. midwives and, Et pour l'aider à avancer, uh, pour la faire naître, pour faire ce que nous pouvons en tant que sage-femme et phare, si vous voulez, afin de favoriser la transition loin de la violence et du militarisme qui ont vraiment vidé l'avenir de ce pays à hauteur de 1,5%. Et je suppose que le seul point positif de M. Trump, c'est qu'il dit franchement, nous avons besoin d'un budget de la défense d'1,5 billion de dollars. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne peut pas bien passer auprès de sa base MAGA. Ils n'ont pas voté pour une série de nouvelles guerres à l'étranger. Ils ne savent peut-être pas exactement comment rendre l'Amérique à nouveau grande. Mais je pense que la majorité d'entre eux, d'après notre organisation informelle, laissent entendre que la base MAGA n'adhère pas à ce que Trump fait en matière de politique étrangère ou de défense. Good. Then Bien, alors, l'accouchement, et peut-être aussi la réflexion collective sur la manière de passer à l'état d'après. Parce que, comme les autres grandes puissances, nous devons effectuer cette transition. Je veux dire, l'Union soviétique a dû le faire. Il n'y avait tout simplement pas moyen d'y échapper. Donc, puisque nous nous retrouvons à nouveau dans des eaux similaires, le devoir de gérer un État doté de l'arme nucléaire est immense, n'est-ce pas? A nuclear weapon state is tremendous, right? It is the duty, and I'm glad you used that word. C'est vrai, Because it's c'est a un word we're devoir. gonna hear more of. Et je suis heureux que vous ayez utilisé ce mot, car c'est un mot que nous allons entendre plus souvent. Vous connaissez peut-être la philosophe française Simone Weil, à qui De Gaulle a demandé d'écrire un livre sur la reconstruction de la France. Dans les premières pages, elle commence en disant que les droits de l'homme, que nous avons érigés en fondement en 1789, ne suffisent pas. Nous devons réfléchir à la responsabilité comme à un concept plus fondamental et durable sur lequel reposent les droits. Et nous savons que Gandhi et d'autres ont dit la même chose. And we know Gandhi and others said the same thing. One way forward for this is something that you Une voie à suivre pour cela est quelque chose que vous avez déjà contribué à faire avec le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Vous savez, cela commence avec ces forces internationales qui sont alignées, en créant le cadre et en faisant en sorte que lorsque les États-Unis seront prêts, ils puissent s'y intégrer. C'est comme dire, voici, la table est déjà mise, nous l'avons préparée, nous aimerions que vous soyez avec nous. Mais nous commençons à construire cela, n'est-ce pas? Ce serait donc une voie à suivre, oui. building that, right? So that will be a way forward. Yes. I want to go back to something that's immediate. Je veux revenir sur quelque chose d'immédiat que je ne devrais pas laisser de côté. S'il vous plaît. Cela concerne l'expiration du traité New START. Oui, il est difficile de fabriquer de nouvelles armes nucléaires, mais il n'est pas si difficile de les recharger. Que pensez-vous? Enfin, New START limitait le nombre d'ogives sur les missiles américains. Ou, disons, elles étaient plus ou moins limitées auparavant, mais New START a officialisé cela. Je ne veux pas attribuer à New START trop de mérite en matière de désarmement. Donc disons qu'il y a 3 ou 4 ogives sur chaque missile Trident des sous-marins de la classe Ohio. Ils peuvent en transporter jusqu'à 8. They can carry up to 8, and some say
Et certains affirment qu'avec une portée réduite, jusqu'à 12, les Blues 76, des ogives plus petites et plus légères. Ainsi, les États-Unis ont en réserve légèrement plus d'ogives et de bombes qu'ils n'en ont actuellement déployées. Les États-Unis pourraient toutes les déployer et ainsi doubler, voire plus que doubler, le nombre d'ogives nucléaires déployées en relativement peu de temps, disons en l'espace de quelques années. Quelque chose que j'ai appris hier et qui m'a troublé et que j'aurais dû savoir auparavant, mais il y a simplement trop de choses à connaître, se trouve à la page 52 de la version PDF du projet de loi de réconciliation de Trump, datant de juillet dernier, le grand et magnifique projet de loi. Il exige que la marine rouvre 4 tubes de lancement de missiles sur chaque sous-marin Trident qui avait été fermé dans le cadre du respect du traité New START. As part of compliance with the New START treaty. Russia had complained, Ambassador Antonov. La Russie s'était plainte, l'ambassadeur Antonov, en disant « Eh bien, vous savez, c'est bien que nous ayons moins de tubes de lancement de missiles, mais vous pourriez très facilement les remettre en service. » Et donc, il y a maintenant 62 millions de dollars alloués qui peuvent être dépensés à partir du 1er mars et doivent l'être, selon ce projet de loi, pour rouvrir ces tubes de lancement. Cela ajouterait 56 missiles Trident supplémentaires à la flotte américaine, chacun pouvant transporter jusqu'à 8 ogives. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Et en plus, il pourrait y avoir 50 silos supplémentaires, et je ne suis pas sûr qu'ils soient tous en bon état, mais il y a 50 silos de plus, et suffisamment de Minuteman III supplémentaires. Silos also extra and enough extra Minuteman 3Ds. So, and en gros, les ogives et les bombes que les États-Unis gardent en réserve sont celles qui peuvent être déployées relativement rapidement. Nous avons donc un problème politique immédiat, empêcher le chargement et l'expansion des forces, ce qui sera certainement perçu par la Russie et par la Chine, et les incitera d'autant plus si elles ne le sont pas déjà. Mais je pense que la Russie observe la situation de très près. C'est ce qu'ils ont dit. Nous n'allons rien faire d'irresponsable. Et c'est le mot qu'ils utilisent. Observez cela de manière responsable. Eh bien, je pense que nous, aux États-Unis, avons un problème urgent à résoudre pour stopper cela. Nous ne voulons pas de nouvelles armes nucléaires déployées. We don't want more deployed nuclear weapons. C'est tellement stupide, parce que déployer davantage de ces armes ne fait qu'augmenter le risque d'un accident. Et cela n'accroît en rien la sécurité, car les armes dont nous parlons sont des armes stratégiques. La Russie, comme la Chine, disposent de capacités de seconde frappe. Même si on leur tirait tout dessus, même si on anéantissait entièrement leur pays, ils riposteraient quand même, et Washington serait réduite en cendres. Donc, cela n'améliore pas la sécurité réelle. Tout ce que cela fait, c'est rendre un accident plus probable. Pas seulement un où ils tireraient sur quelqu'un d'autre, mais un où l'une de ces choses exploserait à l'intérieur des États-Unis. Mais je pense que beaucoup de ces gens ne comprennent pas cela. Surtout les stratèges qui sont censés connaître ces questions. Oui. Eh bien, dans l'atmosphère axée sur la carrière et le profit du récent soi-disant sommet sur la dissuasion nucléaire auquel j'ai assisté, ils ont dit que construire rapidement de nouvelles armes nucléaires allait être un signe de détermination. Donc, cette histoire de montrer sa détermination s'applique partout et relève d'une sorte de mojo psychopolitique ou quelque chose du genre qui ouvre des portes dans ce pays, même si cela n'a aucun sens stratégique. C'est de l'immaturité. C'est l'attitude d'un adolescent en pleine puberté qui pense que le monde ira mieux s'il crie plus fort. Je suis désolé, c'est juste, enfin, vous savez,
J'ai eu récemment quelques discussions sur les besoins psychologiques et émotionnels de certaines des personnes responsables de quelques-unes de ces décisions, et aussi en tant que civilisation sur la manière dont on se perçoit soi-même et les autres, et la façon dont on se positionne, etc. Mais il faut bien conclure. Je suis heureux que vous m'ayez apporté toutes ces réflexions très très utiles, notamment sur tous les obstacles auxquels, heureusement, cette industrie est confrontée. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce stade dont nous n'avons pas encore parlé, mais qu'il serait important de mentionner? Je pense que nous devons comprendre que l'ère de l'hégémonie américaine est terminée, que le monde a réellement changé. Et je crois que plus de gens le comprennent qu'on ne le pense. Il y a donc une sorte de réflexe de repli sur soi, comme on dit souvent dans ce pays, à Washington. Nous devons entrer dans ce cercle et leur parler de la nécessité de la prudence, pas de la fanfaronnade. Je pense que nous pouvons essayer de construire une compréhension mutuelle. Je veux dire, je pense que les citoyens doivent aller en Russie et en rapporter leurs impressions. Les gens doivent se parler. Nous devons mettre en place des échanges culturels, faire ce genre de choses, et à terme, amener aussi quelques membres du Congrès à y aller. Ainsi, ils pourront voir les rayons bien remplis des supermarchés, l'essence, et les gens vacants à leurs occupations, tout comme partout ailleurs. Tu sais ce qu'on fait. Tu sais ce qu'on fait. Puisque chaque membre du Congrès est en quelque sorte obligé d'aller à Tel Aviv, on n'a qu'à ajouter Moscou et Pékin à l'itinéraire et revenir par le Pacifique. Je veux dire, ce ne serait pas plus utile. Oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Greg, pour les personnes qui ont écouté jusqu'ici, merci beaucoup à toutes et à tous d'être restés avec nous. Pour celles et ceux qui l'ont fait, ils pourraient vouloir en savoir plus sur ton travail. Où devraient-ils aller pour te trouver? Bien sûr. Sur le site web de la LASG, cela signifie losalamosstudygroup.org. Si vous êtes ici dans ce pays, nous serions ravis que des organisations soutiennent notre appel à la raison et non à la production nucléaire, que vous pouvez trouver sur stopthebomb.org. Nous avons un petit mouvement ici, et sur le site web, vous trouverez plus d'informations de contact. Je mettrai tous ces liens dans la boîte de description ci-dessous. Tout le monde, stopthebomb.org, stopthebomb.org, allez signer. Greg Milo, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Pascal Letaz.